Le docteur Fievet, qui devait être avec nous aujourd'hui pour des questions de grève de transport, n'a pas pu se rendre à Centenay. C'est donc par téléconférence qu'il va nous faire part, s'il vous plaît, qu'il va nous faire part de son expérience dans la gestion de l'anémie. Monsieur Fievet étant quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, et en particulier sur le métabolisme du fer. Alors, je ne sais pas si Patrick Fievet nous entend. Est-ce qu'il ça va. Eh bien, c'est à toi. Tu peux commencer alors. Très bien, merci. Alors, je salue tout le monde et je vous prie de m'excuser de ne pas être présent parmi vous en raison des grèves ou des mouvements sociaux, comme je crois que c'est le terme aujourd'hui, de la SNCF. Donc, je salue aussi le docteur Viro et le docteur Bemerzouk de modérer cette session. Donc, je vais vous parler de la prise en charge de l'anémie, de l'insuffisance rénale chronique en hémodialyse, en me basant sur les recommandations et sur notre expérience. Alors, le traitement de l'anémie, de l'insuffisance rénale chronique en hémodialyse repose sur des recommandations. Ces recommandations, elles ont évolué dans le temps. Alors là, j'ai listé un certain nombre de ces recommandations. Les KDOQI, qui sont les recommandations américaines de 2006-2007. Les recommandations ensuite européennes de 2009. Et puis ensuite, les recommandations internationales KDIGO 2012, qui ont remplacé les KDOQI. À nouveau, des recommandations européennes en 2013. Et des recommandations également de la NSM à propos du fer injectable de novembre 2013. Alors le traitement de l'anémie de l'insuffisance rénale en dialyse repose sur 3 pôles. L'administration de fer injectable en cas de carence martiale, l'administration d'agents stimulant l'érythropoïèse et éventuellement de transfusion sanguine. Donc ça va être les 3 chapitres de ma présentation. Donc d'abord, diagnostic et évaluation de l'anémie dans l'insuffisance rénale chronique en hémodialyse. Donc, l'anémie de l'insuffisance rénale, eh bien, se définit par les critères de l'OMS. Donc, chez l'adulte, chez l'homme, c'est moins de 13 grammes d'hémoglobine, et chez la femme, c'est moins de 12 grammes. Donc, vous pouvez vous imaginer bien que ces situations sont extrêmement fréquentes en hémodialyse. Comment doit-on surveiller l'hémoglobine, diapo suivante, chez les patients non traités par ASE? Eh bien, chez les patients non traités par ASE, qu'ils soient anémiés ou non anémiés, les recommandations sont de faire un bilan avec numération de formules sanguines au moins tous les 3 mois. Lorsque l'on est en présence d'une anémie chez un patient hémodialysé, l'évaluation initiale repose sur un bilan qui comporte la numération, les plaquettes, le taux de réticulocytes, la ferritinémie, la saturation de la transférine et le dosage de la vitamine B12 et des folates. Alors, comment va-t-on utiliser le fer pour traiter de l'anémie dans la maladie rénale chronique? Alors, il y a une étude très importante qui est l'étude TRIC dont vous avez dû entendre parler. C'est une étude randomisée en double aveugle qui a été faite chez des patients qui étaient non hémodialysés, diabétiques avec insuffisance rénale. Et on a voulu comparer le bénéfice et les risques d'un traitement par ASE qui amènerait les patients à une hémoglobine aux alentours de 13 grammes, donc normal, versus placebo. Et chez les gens sous placebo, on devait maintenir au minimum l'hémoglobine à 9 grammes. Donc quand les patients étaient sous placebo, on avait comme solution de donner du fer injectable pour essayer de remonter l'hémoglobine si elle était en dessous de 9 grammes. Le résultat de cette étude a montré qu'il y avait une augmentation des accidents vasculaires cérébraux lorsqu'on avait une cible haute d'hémoglobine nécessitant des doses élevées d'ASE. Et il y avait également une augmentation de la fréquence de cancer. Donc ceci est à l'origine d'un changement de méthode de traitement de l'anémie de l'insuffisance rénale chronique qui privilégie plutôt l'administration de fer intraveineux à l'utilisation d'ASE. Alors le problème, c'est que le fer intraveineux présente aussi des risques. Il y a d'abord des risques de surcharge en fer. Il y a des études récentes
une en 2011 et une plus récente en 2012, qui ont montré que la charge hépatique en fer était significativement augmentée chez les patients qui recevaient du fer intraveineux, et qu'il y avait une corrélation entre cette charge hépatique et les doses cumulées de fer intraveineux. Donc peut-être risque à long terme de surcharge hépatique avec éventuellement cirrhose. Et puis le deuxième risque, c'est le risque des réactions d'hypersensibilité au fer injectable. Donc ce qui fait que dans les recommandations, il faut, pour l'utilisation du fer intraveineux, il faut toujours, comme la plupart des médicaments, peser le bénéfice attendu sur le risque. Le bénéfice attendu, c'est de diminuer les transfusions, de diminuer l'utilisation des ASE, de diminuer les symptômes de l'anémie. Et les risques, c'est les réactions anaphylactoïdes, les autres réactions qui ne sont pas anaphylactiques mais d'intolérance, et des risques à long terme qui sont inconnus. Alors comment on doit considérer la prescription de fer intraveineux? On doit la considérer, d'après les recommandations, comme un essai thérapeutique. C'est-à-dire qu'on va essayer de corriger l'anémie ou de diminuer les besoins en ASE en administrant du fer intraveineux, ce qui suppose donc de surveiller ce qu'on va faire. Donc on va pouvoir faire du fer intraveineux, on va pouvoir faire cet essai si chez un patient sans ASE, on espère une augmentation de l'hémoglobine sans avoir besoin d'utiliser un ASE, et si le patient est déjà sous ASE, si on espère augmenter l'hémoglobine ou diminuer la quantité d'ASE. Mais ceci doit être fait à condition que la saturation de la transférine soit moins de 30% et que la ferritine soit à moins de 500. Ça, c'est dans la recommandation internationale, de façon à éviter de provoquer une surcharge en fer. Et il n'y a qu'une seule modalité d'administration du fer quand on est en hémodialyse, qui soit efficace et en tout cas reconnue, c'est le fer intraveineux. Alors on fait cet essai thérapeutique et après, il va falloir qu'on regarde la réponse de l'hémoglobine à cette administration de fer. Il faudra qu'on regarde le statut martial après l'administration pour s'assurer qu'il n'y ait pas de surcharge. Et chez les patients qui sont sous ASE, on va voir si on a amélioré la réponse aux ASE et si on a pu éventuellement baisser la dose d'ASE. Ça, c'était pour les recommandations internationales. Les Européens ont rajouté quelques petites nuances. Ils considèrent qu'il n'y a pas à discuter, qu'il faut donner du fer intraveineux dès qu'il y a une carence absolue, qui est définie par une saturation de la transférine inférieure à 20% et une ferritine inférieure à 100. Là, on peut être sûr qu'il y a une carence absolue en fer et pas simplement fonctionnelle. On peut donner du fer. Et les Européens ont aussi apporté également une nuance en baissant les seuils de saturation de ferritine pour éviter toute surcharge en fer, c'est-à-dire qu'on ne pourra, pour les recommandations européennes, administrer du fer intraveineux que si la saturation est à moins de 25%, la ferritine à moins de 300 sans ASE, et à moins de 30% et moins de 300 microgrammes sous ASE. Et il faudra, après traitement, donc vérifier le bilan martial et s'assurer que la saturation ne dépasse pas 30% et la ferritine ne dépasse pas 500. Alors, à quelle fréquence faut-il évaluer le statut martial? Il faut le faire à chaque fois qu'il y a une anémie et tous les 3 mois au moins si le patient est sous ASE. Et plus souvent, s'il y a des pertes sanguines qui ont été identifiées, par exemple des coagulations de circuit, ou les autres situations avec perte de fer, c'est-à-dire la chirurgie, de la fistule, etc. Et si l'on veut, évaluer le traitement martial qui est en cours. Alors, en ce qui concerne la sécurité d'emploi du fer intraveineux, ça c'est important pour nous dans la pratique. Il y a donc des directives de la NSM du 6 novembre 2013 à propos de l'utilisation des fers injectables. Alors dans ces directives, il est précisé que tout fer intraveineux peut entraîner des réactions d'hypersensibilité graves mortelles, que ces réactions elles peuvent avoir lieu même s'il y avait eu une administration ou voire même des administrations auparavant qui étaient bien tolérées, donc ce qui fait que faire une dose test ne sert à rien. Néanmoins, le bénéfice de tous les fers intraveineux reste supérieur au risque à condition de respecter un certain nombre de recommandations. Ces recommandations, c'est de ne pas utiliser si on sait que le patient a une hypersensibilité au produit, c'est évident.
Il va falloir être très vigilant si on est chez un patient qui a des allergies connues, des troubles immunitaires ou inflammatoires. Et là, il va falloir vraiment que le bénéfice attendu soit clairement supérieur au risque. Il faut bien sûr respecter les modalités d'administration selon les RCP. Il faut administrer en présence de personnel formé pour évaluer et prendre en charge les réactions d'hypersensibilité dans un environnement disposant de moyens de réanimation. Il faut informer le patient du risque d'hypersensibilité et des symptômes pour qu'il puisse le signaler au personnel. Il faut surveiller normalement les patients pendant l'administration et au moins 30 minutes après. Tout ça, c'est très difficile finalement à réaliser dans nos unités d'autodialyse ou de dialyse médicalisée. Donc, toutes les structures, y compris Santélis, qui est une association pour la dialyse hors centre, donc toutes ces structures qui ont un statut d'établissement de santé ont accès aux produits classés en réserve hospitalière. Il faut savoir qu'il y a un article du Code de santé publique qui autorise une infirmière à mettre en œuvre en cas d'urgence des protocoles de soins d'urgence, mais à condition qu'ils aient été préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable, et ceci jusqu'à l'intervention du médecin. Il faut qu'il y ait un protocole de surveillance et de prise en charge du choc anaphylactique en absence de médecin. Et le personnel infirmier doit être formé à la surveillance et au protocole. Et il faut qu'on dispose du matériel nécessaire à la mise en œuvre dans la structure. Passons maintenant aux ASE. Diapo suivante. Alors, avant d'instaurer un traitement par ASE, selon les recommandations internationales, il faut corriger toutes les causes curables d'anémie. Donc d'abord le déficit en fer, on l'a vu, les infections bactérielles et virales qui peuvent être cause d'anémie inflammatoire, et l'hyperparathyroïdisme qui est fréquemment associé à l'anémie. Là encore, on pesera la balance bénéfice-risque. Le bénéfice attendu, c'est la réduction des transfusions sanguines, l'amélioration des signes de l'anémie, et les risques, on l'a vu, c'est peut-être un surcroît d'accidents vasculaires cérébraux, un risque accru de thrombose d'abord vasculaire, et l'hypertension. Donc il faut avoir une utilisation prudente des ASE. Chez les patients qui sont en dialyse, qui ont en particulier un cancer évolutif, parce que on a pu voir que l'administration d'ASE pouvait augmenter la rapidité de prolifération des tumeurs, chez les patients qui ont des antécédents de cancer et chez les patients qui ont des antécédents d'AVC. Pour les Européens, on retrouve à peu près la même chose. Donc les facteurs de risque d'AVC et la présence et les antécédents d'AVC et la présence d'un cancer évolutif ou des antécédents de cancer doivent être pris en compte pour évaluer le bénéfice-risque. Néanmoins, il n'y a pas de contre-indication absolue. Il faut informer le patient et évaluer avec lui le bénéfice-risque. Donc c'est un peu à la carte en fonction du patient. Alors, à quel chiffre d'hémoglobine il va falloir traiter? Pour les recommandations internationales, il faut éviter une chute d'hémoglobine à moins de 9 grammes. Et donc, il faut débuter un traitement entre 9 et 10 grammes. Et le traitement par ASE pourra être éventuellement administré à plus de 10 grammes si on attend une amélioration de la qualité de vie. Alors, pour les Européens, l'instauration du traitement, c'est une décision au cas par cas qui tient compte des risques liés au traitement par ASE, de la présence de symptômes imputables à l'anémie, du risque de besoin transfusionnel. Il ne faut pas laisser le taux d'hémoglobine chuter en dessous de 10 grammes, donc 10 grammes au lieu de 9 grammes pour les recommandations internationales. Il faut instaurer pour des valeurs plus hautes possibles si on a des patients à faible risque ou s'ils ont des patients qui ont une cardiopathie ischémique symptomatique aggravée, et ou si on attend un bénéfice en termes de qualité de vie. Et on instaurera sur des chiffres plus bas, entre 9 et 10 grammes, si on a des patients en risque, donc cardiopathie ischémique en particulier. Le traitement d'entretien, donc pour les recommandations internationales, en règle générale, il ne faut pas dépasser 11,5 grammes, sauf pour certains patients si on attend une amélioration de la qualité de vie, et s'ils acceptent les risques. Chez tous les patients, le taux à ne pas dépasser est de 13 grammes par litre. Pour les Européens, le traitement d'entretien donne une valeur entre 10 et 12 grammes, individualisée en fonction des comorbidités, et ne pas dépasser, là aussi, des taux d'hémoglobine de 13 grammes par décilitre. La voie d'administration des ASE, les recommandations, c'est soit IV, soit sous-cutané.
Donc on sait que la voie sous-cutanée diminue les besoins. Le suivi de l'hémoglobine à la phase initiale du traitement, c'est au moins tous les mois, et à la phase d'entretien, au moins tous les mois également, selon les recommandations KDIGO. Alors on peut observer quelquefois un échec du traitement aux ASE, et on parle à ce moment-là de résistance aux ASE. Alors quelle est la définition ? La définition d'une résistance aux ASE, c'est que l'absence d'augmentation du taux d'hémoglobine après un mois de traitement à une posologie déterminée en fonction du poids. Et en cas de résistance, il est conseillé de ne pas augmenter de façon itérative la dose d'ASE au-delà du double de la posologie initiale. Alors, on peut avoir ensuite, ça c'est la résistance initiale à la mise en route du traitement par ASE, on peut également avoir une résistance secondaire à l'administration d'ASE, c'est-à-dire une perte de réponse alors que le patient est sous traitement. C'est défini par la nécessité d'augmenter de plus de 50% la dose qui permettait de maintenir la stabilité du taux d'hémoglobine. Et en cas de résistance secondaire, là aussi, il ne faut pas augmenter de façon itérative la dose d'ASE au-delà du double de la dose qui me permettait d'obtenir un résultat stable. Alors comment on prend en charge ces résistances aux ASE ? Il va falloir rechercher la cause de la résistance initiale ou secondaire, traiter cette cause, et les patients résistants, malgré la correction des causes traitables, eh bien dans ces cas-là, on va discuter soit l'administration de fer, si on peut encore en administrer en tenant compte des risques, soit administrer soit poursuivre les ASE en augmentant la dose, soit transfuser le patient. Donc le traitement en urgence de l'anémie, donc le bénéfice des transfusions est supérieur au risque si on a la correction de l'anémie est nécessaire en urgence, dans les hémorragies aiguës, dans les coronaropathies instables, dans la correction rapide du taux d'hémoglobine en préopératoire. Alors pour les Européens, la stratégie transfusionnelle doit être restrictive. Les patients hémodynamiquement stables seront transfusés en présence d'indications très strictes. Quand l'hémoglobine est très faible, inférieure à 7 ou 8 grammes en post-chirurgie ou en cas de maladie cardiovasculaire, s'il y a des symptômes évidents liés à l'anémie, s'il y a une résistance aux ASE, s'il y a un risque important lié aux ASE. En conclusion, donc, les recommandations nous poussent à une individualisation du traitement selon le profil du patient, à une évaluation du rapport bénéfice-risque pour chacun des types de traitement, à une maîtrise accrue des risques iatrogènes, ASE et fer injectable, et à la nécessité d'une évaluation thérapeutique à chaque fois que l'on a prescrit un médicament ASE, fer ou transfusion. Voilà, je vous remercie de votre attention, je suis désolé pour ces coupures. Alors je crois que